Aujourd'hui, lundi 21 décembre, croire à la magie du verbe. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est lundi 21 décembre. Bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie du verbe. Cette phrase a dû vous turlupiner, vous rendre curieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, juste, il y avait fête de Yule également décrit sur votre calendrier de l'Avent. Et du coup, ce hymne poésie va être en deux parties parce qu'elles sont complémentaires. Et je ne pouvais pas ne pas évoquer Yule ce 21 décembre. Donc ma première partie de hymne poésie sera sur la fête de Yule et également un lien avec la lune qui est un élément important dans notre vie de femme. Que tu sois connectée ou pas connectée à ce lien avec la lune, c'est toujours bon d'écouter quelque chose par rapport à ça. Ça peut toujours éveiller une porte ou une fenêtre chez toi si tu n'es pas connecté à ça. Et puis si tu l'es, eh bien ça va renforcer ce lien et cette connexion qu'on a avec cet astre, nous en tant que femmes. Le 21 décembre, aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, donc je vais l'évoquer. Et je vais évoquer l'élévation spirituelle qui se passe en décembre, liée à la lune, car c'est un mois qui est important dans la vie lunaire. Ma deuxième partie de hymne poésie sera liée à la magie du verbe. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça représente dans l'accompagnement holistique de l'étincelle. Quel est l'impact de ce mot verbe? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça peut ajouter à votre chemin de traverse? Et qu'est-ce que ça peut vous aider également? Qu'est-ce que ça peut être comme outil ressource et comme outil guérisseur? Je vous le rappelle et je vous le rappellerai jusqu'au bout que vous êtes votre propre médecine. Vous êtes issu de votre propre nœud de guérison. Et le verbe, la langue française et le verbe a une intention de par son existence et sa fonction de verbe. Et que si on fait focus un instant sur ça, si on est en pleine conscience, puisque c'est aussi mon fil rouge, la pleine conscience, l'art de la douceur de vivre, la pleine conscience, et qu'on prend un temps sur cette pleine conscience du verbe, ça peut jouer dans notre travail de guérison et ça peut avoir un atout et aussi un poids. Alors je vais commencer mon hymne poésie aujourd'hui parce qu'on est une journée particulière, on est le 21 décembre. Et le 21 décembre est une fête païenne qui est la fête Yule, qui est là pour célébrer le solstice d'hiver. Donc c'est un passage, et c'est un passage qui est important sous tous les êtres vivants, que le soit humain, végétal, animal, et même les éléments. Le solstice d'hiver a un impact électrique également, et énergétique, et spirituel. Alors lors du solstice d'hiver se célèbre donc cette fête Yule, et c'est la nuit la plus longue de l'année. L'obscurité a pris le pas sur la lumière depuis quelques semaines, mais pour une nuit seulement. C'est-à-dire que dès le lendemain, dès demain, les jours vont se rallonger. Et cette célébration qui est liée au principe féminin, et c'est pour ça que j'avais besoin d'en parler aujourd'hui, principe féminin dans la fête de Yule qui est l'archétype de la mère. C'est dans les pratiques païennes, c'est le moment où la déesse donne naissance au dieu et qui va croître jusqu'au solstice d'été. C'est également la vieille femme incarnée dans les histoires de sorcières de l'hiver. Il y a une sorcière à chaque saison. Et ici, on accueille la mort. Mais on célèbre aussi l'avènement du soleil au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que le soleil va se réveiller au milieu des ténèbres, va amener sa lumière. Et on accueille la mort comme une amie. La mort ici, dans Yule, n'est pas quelque chose dont on a peur et dont on craint. C'est quelque chose qu'on accueille. Cette porte qui s'ouvre dans cette nuit du 21 décembre va nous convier à modifier nos rythmes, nous ralentir. Alors que ce soit à titre personnel depuis que je suis enfant,
mais évidemment 1 million de fois plus depuis que j'ai créé l'étincelle. J'accompagne les femmes et moi-même en fait, hein, à vivre de plus en plus connectées aux saisons. Vous aurez compris, les éléments ont une place importante dans mon accompagnement, la connexion au sens, comme je vous ai partagé déjà. Mais tout ça prend du sens quand on est plus connecté aux saisons. On a tendance avec notre rythme de vie à enchaîner les journées et pas se poser. Ah ok c'est Noël, tiens c'est déjà le printemps, ah c'est l'été. Et puis finalement on n'est pas en connexion consciente et en pleine conscience sur nos saisons et nos rythmes biologiques. Plus tu vas te connecter à ta vie de femme liée à la lune, dont je vais évoquer, et aux saisons, plus tu vas atteindre un épanouissement beaucoup plus serein, plus tu vas trouver de la force dans gérer mieux tes dépressions chroniques liées au changement d'hiver, parce que tu vas mieux les comprendre et mieux les accepter. C'est en relation également avec la journée d'hier. Plus tu vas aussi te donner de l'indulgence et de la bienveillance. Oui, en hiver, comme la nature et les animaux, tu vas lever le pied. C'est pas pour rien que les animaux et la nature se mettent en hibernation. Nous, si on était réellement connectés à notre propre essence, on rentrerait également en hibernation. Il y a des choses que l'on peut faire et pas faire en hiver, comme il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ne pas faire en été. Et plus on va se connecter aux saisons, plus on va s'ancrer et s'aligner avec notre vie de femme. Ça, c'est un premier point qui est une certitude pour moi. Mais on va mieux vivre avec le reste du monde. On va mieux encaisser, mieux gérer, mieux vivre les aléas du monde qui sont aussi sensibles au changement de saison. Et plus on aura conscience de ça, mieux on vivra. Cette porte vers l'hiver, donc de la fête de Yule, cette nuit, va nous convier à modifier nos rythmes. Et si vous prenez un temps d'écoute et de regard, vous allez observer qu'aujourd'hui, cette nuit, et puis quelque part depuis quelques jours, mais les animaux autour de vous, la nature change et se met à modifier leur rythme, à se mettre en mode je ralentis. Il est donc bon et souhaitable qu'on fasse la même chose. Il y a une raison à cela. Et nous les femmes, particulièrement à la fête de Yule, eh bien, comme on est connecté à la lune, c'est un moment en décembre qui est important parce que c'est le moment de l'introspection. Plus qu'un autre mois, le mois de décembre est le mois de l'introspection. C'est rentrer symboliquement dans sa grotte pour déposer son corps, pour poser l'esprit. On est invité clairement à cette fête de Yule, à partir du 21 décembre, à faire grandir notre propre lumière. Comme je vous disais tout à l'heure, le soleil au milieu des ténèbres. Grandir notre propre lumière en honorant notre espace sacré. Je vous conseille un livre. Vous savez que j'adore vous conseiller des livres. Vous l'avez vu peut-être. C'est La lumière vous va si bien de Rebecca Campbell, qui est un livre qui m'a été mis dans les mains par ma muse Charlotte Saint-Jean, ma professeure de yoga. Et c'est un livre doux pour l'âme qui parle de lumière. Je trouve que c'était un joli clin d'œil aujourd'hui pour la fête de Yule parce que c'est une fête qui nous honore, nous les humains, les animaux, les espèces végétales, enfin tout ce qui est vivant, les énergies, à faire grandir notre propre lumière durant cette période d'hiver. Donc on n'a pas tendance à se dire tiens c'est l'hibernation, c'est l'hiver, on va plutôt se mettre dans l'obscurité, l'ombre, je vais hiberner, je vais me mettre dans ma grotte. Eh bien en fait c'est tout l'inverse. Pensez aux Hugeux, pensez aux Scandinaves qui pendant l'hiver ont que 5 heures de jour par journée, 5 heures de soleil, et du coup vont s'entourer de manière extrême de lumière. C'est l'inverse en été, hein. Ils ont une journée, ils ne voient pas la nuit en fait. Hein. Et donc ils vont s'entourer de lumière. Eh bien l'hiver, ce solstice d'hiver aujourd'hui,
vous invite à commencer à réfléchir, à nourrir, à vivre votre propre lumière. Ça commence par honorer votre espace sacré, votre lumière intérieure, que ce soit par exemple en méditant ou en vous organisant, si vous n'en avez pas déjà un petit hôtel. Un hôtel, je le mets entre parenthèses, ce n'est pas quelque chose de religieux. On a tendance à associer ce mot hôtel à la religion, mais finalement ta propre religion, c'est les valeurs éthiques auxquelles tu crois. Et sur cet hôtel, c'est un lieu de force. C'est comme votre mur de force, mais sur un petit coin, avec toutes les choses qui vous font du bien. Traditionnellement, après avoir purifié la maison la journée de Yule, alors tu purifies soit avec de la sauge, soit avec du palo santo, soit avec des huiles essentielles, mais c'est plutôt palo santo ou sauge, eh bien on brûle une bûche dans son feu de cheminée, ou si on peut pas, on trouve une solution pour brûler sa bûche. On brûle la bûche de Yule. Elle est en bois de chêne, elle est ramassée dans l'année, et toute l'année on l'a gravée de symboles. On reviendra dans quelques jours sur le signe. Et sur cette bûche de Yule, on grave des choses, que ce soit conscient ou inconscient. Et une partie de cette bûche qui sera brûlée sera conservée toute l'année pour la brûler l'année prochaine. Tout au long de la nuit du solstice d'hiver, traditionnellement, des bougies brûlent toute la nuit. Il n'y a pas une bougie qui s'éteint pour ceux qui fêtent Yule. Et ces bougies brûlent pour marquer la volonté d'aller vers la lumière. Donc la nuit la plus longue, elle est remplie de bougies. Et c'est la nuit la plus longue de toute l'année. Eh bien, on la remplit de bougies. Et c'est vraiment pour poser l'intention d'aller vers la lumière. De nombreux rituels liés à Yule sont faits, notamment des rituels des chants de l'âme. Alors, souvent, justement, durant cette nuit, autour des bougies, eh bien, on choisit une chanson, on choisit un instrument, et au son, oui, on pourrait dire ça, au son des bougies, on va incarner des chansons, on va incarner de la musique, on va nourrir d'art cette nuit si longue, la plus longue de l'année, pour poser des intentions de lumière. Alors, je vais revenir sur le mois de décembre, si cela vous intéresse, lié à la lune. Alors, le mois de décembre, c'est le mois de l'élévation spirituelle. Alors, la pleine lune, la dernière de l'année, qui se déroulera la semaine prochaine, là, on est situé entre la nouvelle lune et la pleine lune, au moment où je vous parle. Donc, je vais vous parler plutôt de la pleine lune de la semaine prochaine, puisqu'on va vers elle. Je ne vais pas forcément évoquer la nouvelle lune, je vais juste dire quelque chose sur la nouvelle lune de décembre, mais je vais plutôt insister sur la pleine lune, comme ça vous aurez des éléments la semaine prochaine. Alors la pleine lune, la dernière de décembre, est extrêmement symbolique parce que elle représente une clôture. Au cœur des nuits sombres, puisqu'on est de plus en plus sombre, il fait nuit de plus en plus tôt, cette dernière pleine lune illumine notre ciel. Je vous invite à aller voir et regarder cette pleine lune la semaine prochaine. Et j'espère qu'il n'y aura pas de nuages, mais vous verrez, elle a une lumière particulière que aucune autre pleine lune de l'année a. En miroir, cette idée de cette dernière pleine lune qui illumine le ciel et qui a une intention de mise en lumière pendant toute la période d'hibernation d'hiver, eh bien en miroir, nos lumières intérieures doivent s'intensifier. Et ceux qui sont connectés à la lune disent que cette pleine lune de décembre, la dernière, est lumineuse pour cela, pour permettre aux animaux, à la nature qui vont la vivre cette nuit-là particulièrement, eh bien, va se nourrir de lumière pour pouvoir préparer leur propre lumière intérieure pour cette période d'hibernation. C'est un moment en décembre, d'où l'élévation spirituelle, et pas un autre mois de l'année, c'est celui-ci. Eh bien, c'est le moment de prendre soin des autres. C'est le moment de prendre soin de soi, de donner, de recevoir. On est déjà dans 2 verbes, donner, recevoir. Cela passe évidemment par le cœur, c'est un don d'amour,
Et tout ça est consacré à une guérison, que ce soit de soi-même ou que ce soit de nos proches ou même de l'univers. Cette pleine lune de décembre nous incite à développer notre propre médecine, à nous connaître, à nous reconnaître. Si elle est si lumineuse, c'est pour qu'on regarde en soi. Et pour donner quelque part un éclair aussi aux animaux qui vont aller en hibernation en leur disant mais prends soin de toi, tu vas dormir tout l'hiver, il faut que tu aies mangé suffisamment avant, etc., etc., pour pouvoir tenir tout l'hiver et survivre. Et nous, c'est pareil, ça nous incite à développer notre propre médecine. On a une connexion envers soi-même tout l'hiver pour trouver les ressources de notre propre médecine. Et du coup, avoir un regard pour être préservé et protégé finalement des virus et des maladies durant l'hiver où on est plus vulnérable. Finalement, c'est quand on perd le fil de son chemin intérieur qu'on s'éloigne de qui on est et que il y a un fossé qui se creuse en soi. Et dans ce fossé qui se crée, eh bien, il y a de la place, il y a de l'espace et ça peut se glisser la maladie, que ce soit physique ou psychologique. Et du coup, cette période d'hiver, aidée par cette pleine lune, te donne ce message d'être à l'écoute de ton corps physique et énergétique. Parce que, garante de notre santé, on doit mettre en pratique ce qui est bon et juste pour nous. Et le chemin de la guérison est tellement complexe qu'il demande justement à approuver et apprendre à éprouver de la gratitude pour ce qui nous est donné de vivre, même les moments difficiles. Nos peurs, nos freins, nos barrières sont là pour être levés et ce sont des défis pour nous permettre d'évoluer, de développer notre force intérieure. Et cette pleine lune de décembre est là pour ça. Sa lumière est si forte qu'elle est là pour ça. Chaque lune de chaque mois est connectée à un chakra. Donc, comme je vous ai un peu partagé la vie des chakras la semaine dernière, la pleine lune et la nouvelle lune également de décembre est liée au chakra du cœur, Anahata. Et du coup, souvent, on propose dans des accompagnements liés à la lune de chanter, comme je vous disais à Yule, on va chanter un mantra de pleine lune de décembre et en se concentrant sur notre chakra du cœur. Le mantra de la pleine lune de guérison de décembre, c'est « J'ouvre mon cœur à l'amour et au pardon, je donne et je reçois. J'ouvre mon cœur à l'amour et au pardon, je donne et je reçois. » Et l'intention liée à ce mantra, c'est « Je deviens le créateur de ma médecine, je chemine vers la guérison en tirant les enseignements de mes expériences passées. » Alors lié à la pleine lune et au solstice d'hiver, il y a quelques rituels et que je vais vous partager dans le moment d'art-thérapie. Tout à l'heure, il y en a quelques-unes qu'on va faire. Quelques mots sur la nouvelle lune qui vient de se passer. La nouvelle lune, sachez-le, de décembre est connectée au chakra Sahasrara et qui nous incite en fait dans cette nouvelle lune à déployer la lumière violette en nous avec le mantra « Mes corps physiques et énergétiques s'harmonisent aux vibrations de l'univers. J'incarne mes croyances, je leur laisse l'opportunité de trouver leur place dans ma vie. » Souvent, la nouvelle lune de décembre, liée à cette croyance, on va créer une amulette pour la fin d'année. On va procurer, si vous avez acheté de l'argile par exemple pour fabriquer l'argile la dernière fois, eh bien vous pouvez fabriquer une amulette liée à ces croyances de fin d'année, en lien avec la déesse des nuits qui est Hécate. Et on doit faire une amulette à base d'argile, mais rouge ou blanche, et plein d'éléments naturels. Et cette amulette est confectionnée pour se charger d'énergie sur cette lune spirituelle et introspectrice de la nouvelle lune de décembre, pour nous accompagner sur les 12 prochains mois. Alors là où la nouvelle lune de décembre est liée aux croyances, la pleine lune, la dernière de l'année de décembre, c'est la lune sorcière. Elles ont tout un nom et celle-ci c'est la lune sorcière et
elle est connectée au chêne nuit. C'est la mort lumineuse. Et ces mots sont importants. Cette lune sorcière de mort lumineuse vient éclairer l'obscur, apporter lumière et chaleur au cœur de votre période sombre et de la période sombre de l'univers, de cette phase d'hiver. L'hiver débute donc aujourd'hui. Le monde végétal, le monde animal entre en hibernation. L'obscurité va dominer. Mais ce temps de mort, finalement, de petite mort, c'est celui du ressourcement. C'est pas la mort dans le sens terminé, c'est la mort dans le sens de ressourcement. Et si elle est associée, cette lune sorcière, au chêne, c'est que le chêne symbolise la résistance. C'est un gros symbole de résistance dans le monde végétal et le courage nécessaire pour affronter cette saison. Le chêne incarne la force, la guérison, l'axe du monde qui nous élève et nous protège. Au milieu de la nuit, un chêne est ancré, il nous permet de braver l'inconnu. Et dans cette pleine lune de décembre, généralement, on s'en remet à sa protection, donc on appelle le chêne, et son pouvoir guérisseur. Cette période de décembre et des lunes invite vraiment à entretenir nos relations humaines. C'est pas pour rien que Noël est par ici, qu'on fête Noël de manière religieuse ou juste d'amour. Ça entretient les relations humaines, l'amitié, l'amour, le foyer de feu, pour en faire un lieu de régénération au cœur de cette période sombre. Il faut apporter une autre lumière à ce foyer. Le feu, c'est l'élément clé de cette lunaison. C'est vraiment l'élément clé, le feu, la lumière. Il est porteur de convivialité et d'espoir. Alors cette lune sorcière, elle nous invite à méditer, à élever notre niveau de conscience. Les énergies qui sont convoquées elles vont être, elles vont donner, si vous voulez, la teinte de l'année qui va arriver. Donc les énergies qu'on va appeler aujourd'hui en solstice d'hiver et qu'on va appeler le jour de la pleine lune la semaine prochaine, ce sont des mots qui vont porter toute l'année et ce sont des mots de guérison, ça va être des mots de partage, des mots pour entretenir la flamme du feu, de son feu, et ce sont des mots de soutien et de contemplation. Contempler. L'univers de la médecine de la lune à ce moment de décembre, c'est pour nous laisser guider par la lumière de cette pleine lune si intense dans l'année. Elle éclaire de ses rayons d'argent tous les ténèbres, l'obscur, ce qui fait mal, pas les ombres. Je vous ai dit que les ombres étaient quelque chose de positif. Là, on parle de l'obscur, ce qui nous fait mal, les ténèbres. Petite, on avait peur de cet obscur néant. On sentait déjà, sans savoir ce que c'était ça, mais on n'avait pas peur du noir, on avait peur de l'obscur. Si vous regardez, les enfants jouent avec leur ombre. Les enfants n'ont pas peur des ombres, mais ils ont peur de l'obscur. Maintenant, on porte à notre front comme un croissant lunaire, finalement, qui va briller et illuminer nos nuits. Sans crainte, on va se dire qu'on va consumer nos brasiers, parce qu'ils sont inépuisables. Par la profondeur de nos respirations, en hiver, c'est une saison qui est fort propice à la méditation, où on va être en profondeur connecté avec notre respiration, notre assise. On va beaucoup méditer en hiver assise et allongé en savasana pour être ancré dans la terre, que ce soit par la verticalité qu'on va déployer ou le côté horizontal dans l'ancrage. On va devenir cette lumière en entière, cette force, et on va être connecté à une étoile dans la constellation des femmes sauvages. Vous allez imaginer cette période d'hiver comme une nuit très sombre, mais avec toutes ces lumières et ces étoiles qui brillent. En hiver, le ciel, si vous avez un télescope ou juste avec vos yeux, et vous prenez un temps pour regarder une nuit noire étoilée d'hiver, parce qu'on prend toujours le temps de le faire en été, parce qu'évidemment il fait doux et chaud et qu'on est dehors, et on ne le fait pas l'hiver, mais les nuits d'hiver sont extraordinaires. Et donc imaginez que vous êtes cette étoile connectée à votre féminin sauvage durant cette période d'hiver. Je fais un petit clin d'œil, c'est mon côté lié à la nature, à la lune peut-être, à la naturopathie, je ne sais pas.
Mais l'arbre qui est important, donc là c'était le chêne évidemment, mais il y a une plante guérisseuse, un arbre guérisseur sur cette période de décembre. Alors les fans de J.K. Rowling et d'Harry Potter vont être ravis. J'en suis une, hein. Je suis fascinée par l'univers de J.K. Rowling, qui est une personne surefficiente très inspirante pour moi. Au-delà de son œuvre d'Harry Potter, c'est vraiment la personne en elle-même. Eh bien, le clin d'œil, c'est parce que c'est le sureau. C'est le sureau noir. Et donc la baguette d'Harry et la baguette qui sauve le monde d'Harry Potter est une baguette de sureau. Le sureau, j'en ai plein au bal perdu. Ça m'a toujours intriguée quand on est arrivé ici, pour la petite histoire, parce que j'ai été irrémédiablement attirée par l'extérieur de mon bal perdu, l'univers naturel de la nature. Il y a une source, il y a un arbre qui a plus de 200 ans, un marronnier extraordinaire, il y a un tilleul. Donc j'ai tout de suite été attirée par les immenses arbres que j'ai vus. Il y a une allée principale, si vous voulez, avec des peupliers. Bref, il y a des grands arbres. Et puis, à un moment donné, je me suis posé le regard sur les bâtiments, les pierres. Et toutes les pierres, parce qu'il y a plusieurs corps de bâtiments, c'est un lieu-dit. Donc c'était un petit univers où les gens vivaient en communauté. Ici, il y a plusieurs maisons. Et bien, dans chacune des maisons, à côté, il y a un immense sureau. Et au-delà d'être dans la magie, dans la connexion des sorcières, c'est vraiment un arbre de protection païenne. Les gens, autrefois, donc dans le bal perdu, si vous voulez, alors le lieu-dit s'appelle la Baudouelle. La Baudouelle, ça veut dire que, j'ai évidemment fait des recherches, et la Baudouelle veut dire lieu de source. Et il y a une source visuelle où j'avais fait la boule d'eau, la boule magique. Mais il y a d'autres sources en fait qu'on ne voit pas parce que sinon il faut creuser, mais nous on ne le fait pas. Et en fait, lieu de source, donc c'est le lieu où il y a l'eau. Et dans la tradition païenne de protection, les gens s'entouraient de certains arbres. Les chênes, par exemple, délimitaient le lieu de vie. Donc on a des chênes aux 4 coins cardinaux du lieu-dit et du bal perdu. Et il y a des sureaux. Et le sureau semble beaucoup snigra. Je place mes 14 ans de latin. Excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. C'est l'arbre des fées. C'est vraiment l'arbre des fées. Donc évidemment, j'avais été extrêmement bouleversée de découvrir tous ces sureaux partout dans ce lieu-dit. On fait d'ailleurs du champagne des fées. C'est une boisson que j'adore faire au début du printemps avec les fleurs de sureau. Et on crée du champagne. On crée une petite eau pétillante au goût de sureau. Ça vous fait avec la fermentation naturelle. Et ça crée des petites bulles. Et on appelle ça le champagne des fées. C'est une délectation, je pense, spécifique féminine. Je vous fais gré de la tête de mon amoureux et de mes 2 fils quand ils boivent du champagne des fées. Donc la floraison du sureau, c'est en juin-juillet, donc on fait ça. Mais alors là, moi, il faut juste parler des vertus, parce que c'est en lien, en fait, avec la période que je viens de vous dire, de créer sa propre zone de ressources en hiver pour être sa propre médecine. Les vertus du sureau, c'est une panacée, c'est-à-dire qu'il guérit de nombreux maux au même titre, par exemple, que l'ortie. C'est-à-dire qu'elle peut guérir plusieurs choses. C'est une panacée. Elle est utilisée pour combattre le rhume, la fièvre, la toux. Le sureau a une action drainante et diurétique. Souvent dans les parapharmacies, vous allez trouver des jus de sureau pour l'action drainante et diurétique. Mais le sureau a tellement plus de choses à apporter. Ça favorise aussi la perte de poids si vous faites un accompagnement sûr et sain de votre perte de poids. Le jus de sureau est bien et nourrissant. Ce n'est pas du tout conseillé par contre chez les femmes enceintes et allaitantes, donc à ne pas prendre. Et puis le sureau, en fait, ça va être lié à sa symbolique. On coupe des branches de bois. Donc si un jour vous venez au bal perdu, je vous offrirai peut-être une baguette de sureau à emmener chez vous. C'est un bois protecteur. Alors, je vais faire un clin d'œil, mais de nombreuses traditions vénèrent le sureau, et qui est réputé, d'où l'arbre des fées. En fait, le sureau, et c'est le seul arbre, c'est pour ça que je suis tellement honorée et heureuse d'avoir autant de sureau ici.
c'est que c'est réputé pour abriter un esprit féminin. C'est-à-dire que dans le sureau, il y a un esprit féminin. Ça peut être une nymphe, une fée, une déesse, et qui préside les cycles de la vie naturelle. Donc c'est vraiment une fée liée à la nature. Et c'est pour ça que quand on cueille ces baies, eh bien, quand on est dans la tradition païenne et d'honorer le sureau, on lui laisse, on doit lui laisser une offrande. C'est-à-dire qu'on récupère ses baies, ses fleurs de sureau et quelques branches. Eh bien, on lui laisse une offrande à ce sureau. Il est présent dans de très nombreux rituels de protection, souvent contre les maladies, contre le mauvais œil, les intentions négatives. Donc quand on a une branche de sureau à l'intérieur de sa maison, principalement à l'entrée de sa maison, c'est pour protéger des intentions négatives des gens qui rentrent et puis de protéger des maladies. On en fait également des bâtons de randonnée pour éloigner les serpents parce qu'elles dégagent, les branches de sureau, une odeur particulière, même coupée. Et donc quand on part en randonnée, c'est... et c'est pas une légende urbaine du youpi tralala, hein, c'est vraiment des symboliques et des traditions depuis le Moyen-Âge. On en fait des bâtons de randonnée donc pour éviter les serpents. Les marcheurs, quand ils partaient de longs pèlerinages, on va dire, personnels de marche pour soi-même, ils en gardaient toujours une branche sur eux pour se porter chance. On construisait des berceaux également avec son bois pour protéger les enfants. Donc les vieilles grand-mères, dont les miennes, m'avaient offert une petite branche de sureau à glisser sous le matelas de mes deux bébés. On l'utilise également en fumigation pour nettoyer un lieu, repousser les mauvaises énergies, comme quand on brûle du palo santo, on peut brûler des branches de sureau. Ça sent divinement bon. Alors moi j'adore l'odeur, il y en a qui détestent l'odeur. Moi j'adore cette odeur particulière. Alors le sureau est associé à la mort. C'est pour ça aussi que la baguette de sureau d'Harry Potter est du sureau. C'est associé à la mort. Il est aussi appelé arbre de Judas parce que dans la religion catholique, c'est dans son bois qu'aurait été faite la croix de Jésus-Christ. Et c'est à l'une de ses branches que Judas se serait pendu. Donc il y a aussi, dans toutes les religions, il y a quelque chose de lié à la religion, à la mort. Je vous raconte ça, et c'est drôle parce que à l'époque, j'aurais pas du tout imaginé être au jour d'aujourd'hui à vous parler et être à l'étincelle, mais j'étais étudiante en fac d'histoire. Et j'avais pris un cours sur les symboliques dans les traditions d'histoire, les symboliques de la nature. Et donc j'ai assisté à un cours et je l'ai recherché en fait. C'est grâce à lui que je vous partage tout ça. J'ai eu le droit à un cours de 2 heures sur le sureau. En lien avec toutes les religions, parce que c'est ça qui est génial en fac d'histoire, c'est que vous pouvez étudier toutes les religions sans jugement. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime beaucoup comprendre et pour accepter finalement. Donc, c'est pour ça que je vous parle de la religion catholique ici, mais il y en a plein d'autres avec toutes les autres religions. Mais comme on est aussi en période de Noël, et voilà, je pensais que c'était le joli clin d'œil. Juste pour connaissance, même si voilà, on n'est pas lié à ça. À l'équinoxe d'automne, si toutefois vous allez récupérer du sureau, à l'équinoxe d'automne, on traverse la descente vers la période sombre en brûlant également une de ses branches lors de l'équinoxe. Et du coup, dans l'équinoxe de Yule, l'équinoxe d'hiver, on brûle aussi une branche de Yule avec la bûche dont je vous ai parlé. En magie, je ne peux pas ne pas vous le dire, et il sert à fabriquer des baguettes, mais également des flûtes chamaniques. Alors le son dans du bois de sureau est très particulier. Il y a une fréquence hertzienne différente des autres bois, mais comme tout bois d'ailleurs. Et planté près des maisons, il est censé éloigner mais les sorcières mauvaises. Celles qui sont pas les blanches et pas les sorcières noires, comme on les appelle. Parce que, voilà, mais c'est les sorcières maléfiques dans le sens qu'ils sont utilisées par des dictateurs, des tortionnaires, enfin des gens mal intentionnés. L'archétype féminin de cette période de lune, de décembre, c'est Hécate, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est la femme sorcière et intuitive dans toute sa force. Et je trouve que c'est en résonance avec ce qu'on est en train de vivre dans ce calendrier de l'Avent.
Alors Hécate, c'est une déesse grecque. Si vous avez un jeu de cartes oracle sur les déesses, vous aurez à chaque fois Hécate dans le jeu de cartes oracle. Elle représente la phase décroissante de l'énergie lunaire. Ses alter ego, c'est Artémis, qui est l'énergie croissante, et c'est Sélénée, en Grèce, qui est la maturité. Et les trois sont dans le panthéon grec. Ça, c'est encore mon histoire passée d'étudiante en histoire. Je suis désolée, je suis totalement accro à l'histoire et aux mythes, à la mythologie et aux archétypes. Et elles forment toutes les trois, ces déesses grecques, le cycle de la vie. Hécate est très fascinante dans votre chemin de femme sauvage. Et c'est pour ça qu'elle est présente dans les jeux de cartes oracle féminines, parce qu'elle porte à la fois la sagesse et la maturité de la vieille femme. Et elle est intimement liée au changement, aux périodes de transition et de passage. Souvent, on associe la femme sage à c'est comme ça, tu es ancrée, puis c'est tout. Tu es atteint la vieillesse et donc tu es dans la sagesse. Et Hécate, c'est pas du tout ça. Elle a vraiment la sagesse et la maturité de la vieille femme, la femme sage de l'archétype que vous avez travaillé l'autre jour. Et elle est par contre très liée au changement, aux transformations, aux transitions, au passage. Et grâce à cette fertilité finalement qu'elle induit, elle fut une divinité de la nature, finalement un peu cette fée du sureau, avant d'être une déesse sombre. En Grèce, on invoquait son pouvoir lors des rituels quand on allumait des feux pour protéger les champs. Elle était représentée, alors ça va vous faire sourire, mais elle était représentée souvent avec des attributs phalliques, genre des grosses torches, des serpents, des poignards, des clés. Donc on lui associe beaucoup cette connexion phallique. On lui a associé le chien, animal fidèle dans tous les autres. Et des fois, on la compare un peu à Isis et son étoile Sirius, qui est nommé le grand chien, Sirius. Sirius est présent chez Harry Potter. Bref. En tout cas, elle a cette connexion à Isis. Je ne sais pas si vous connaissez non plus Isis, je ne vais pas en parler là, mais encore une déesse très forte. Et c'est en lien un peu avec ce qu'on a traversé hier, c'est que si elle apporte aux hommes la connaissance, le savoir, les richesses matérielles, Hécate reste, on va dire, indissociable de la grande figure de la sorcière. Hécate est très souvent dans les nombreux cultes ésotériques de sorcières, comme on voit en émergence un peu ces temps-ci. Elle incarne ce voyage intérieur. C'est pour ça qu'elle est là en décembre. C'est une guide pour développer ton intuition, pour avancer sur tes chemins de la spiritualité. C'est un archétype sombre, mais je souhaite quand même insister parce que c'est vraiment ça, sur ces 2 lunes de décembre et cette période importante qui est liée au thème d'aujourd'hui et au solstice d'hiver. C'est qu'Hécate, c'est un archétype sombre, mais que l'on peut être nous-mêmes. Mais cette magicienne, elle illumine tout de sa lumière. Elle illumine le chemin des hommes, elle illumine la nature, elle est inséparable de la croissance de la nature, elle est inséparable de la croisée des chemins qu'on doit prendre, des carrefours de la connaissance qui se réunissent. La connaissance du ciel, la connaissance de la terre et la connaissance de l'obscur, qu'on va qualifier d'enfer, mais je préfère mettre obscur. Alors, quand on appelle Hécate dans un chemin ou on s'en inspire, comme les archétypes que je vous ai partagés l'autre jour, en connexion sur notre chemin de connaissance intérieure, eh bien Hécate, c'est la gardienne de la connaissance des mondes des rêves, des cauchemars, et elle nous aide à nous guider. Ça peut être une gardienne qui apparaît dans des breathworks chamaniques quand on parle de chercher ta gardienne. Hécate peut apparaître, mais comme toutes les autres de déesses. Mais Hécate, si elle apparaît, du coup, ça nous donne un message sur les rêves et les cauchemars. En tant que femme sauvage et sorcière, on peut se reconnaître en elle. On peut se dire que dans telle obscurité, on peut penser nos plaies avec la lumière et l'amour. Parce qu'elle a la connaissance, elle a la compréhension et évidemment elle a l'acceptation et elle nous accompagne finalement à l'endroit où on peut se ressourcer. Grâce à elle, on va aussi aiguiser notre lien à notre animalité, à notre instinct.
Je vais terminer ce lien avec cette notion de lune et de solstice d'hiver. C'est une journée particulière pour entrer en connexion avec la voix de votre féminin sauvage, en fait. Si ça vous donne envie d'aller un peu plus profondément sur ce sujet-là, accordez-vous un temps de méditation. C'est pour un joli petit point de départ. Je suis partisane du Kaizen, un petit pas après un petit pas. Vous n'allez pas lire 15 000 bouquins sur le féminin sauvage et sacré sans comprendre ce qui se passe. Il faut le vivre. Il faut mettre sur pause pour la compréhension et l'acceptation. Et moi, je donne toujours un petit temps, un petit conseil de prendre un temps de méditation. Et même si tu médites pas, un temps de repli sur toi. Tu peux peut-être écrire ce jour-là en intuitif, tu peux créer, tu peux, je sais pas, faire quelque chose en lien avec le yoga art. À chaque pleine lune et chaque nouvelle lune de chaque mois, tu peux commencer pendant un premier mois, et puis si ça te porte et ça te nourrit, et ben, commencer le deuxième mois, et puis le troisième mois, et puis commencer à être un rituel. Et puis, moi qui suis très fortement touchée par les saisons, de faire une sorte de fête finalement au solstice. Et donc le solstice d'hiver aujourd'hui, c'est une fête. C'est une fête de la lumière dans l'obscur, c'est la fête de on rentre en hibernation, on va s'entourer de Hygge plus. Noël arrive, l'amour, le partage, le don de soi, ce sont des notions de partage que les animaux aussi ont avant de rentrer en hibernation. Mon animal totem fondamental est la louve blanche, et donc j'ai lu Le langage des loups, qui est un livre extraordinaire et qui vous apprend, là je vous fais juste le parallèle avec les loups, mais si vous regardez d'autres animaux qui rentrent en hibernation, c'est une source de connaissances qui nous donne des clés sur comment on peut s'en inspirer et puiser des forces pour nous mettre entre guillemets en hibernation et entrer en connexion avec notre mental et notre spiritualité. J'en arrive du coup, c'est le joli point, et je ne l'ai pas fait exprès, c'est le joli pont avec ma deuxième partie qui est croire à la magie du verbe. Alors avant de commencer, pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous partager un souvenir que j'ai, qui en soi n'est peut-être pas destiné à être dans le même état d'esprit que ce qu'on va vivre aujourd'hui, mais quand même. Dans ma vie d'avant, j'ai eu plusieurs métiers, et pendant quelques années, 7 ans, j'ai été maîtresse d'école. J'ai longtemps été en maternelle, et puis une année, j'ai eu une classe de 3 niveaux, CE2, CM1, CM2. Et on m'a confié cette classe après une semaine de rentrée. Donc les enfants avaient déjà eu une maîtresse pendant une semaine. Et on est déjà pré-formaté à cet âge-là, lié à l'éducation nationale et au carcan de l'école. Et pour eux, j'étais un peu... finalement, j'étais pas tout de suite la maîtresse, puisqu'ils avaient déjà eu une maîtresse pendant une semaine. Et la rentrée des classes est pour eux important. C'est un moment clé de cadre. Et donc, il y a un temps pour s'apprivoiser. Et si vous voulez, j'ai commencé ma journée parce que j'ai su en moins de 2 minutes que j'étais nommée ici, que je devais prendre cette classe de 3 niveaux alors que je venais d'avoir 5 ans des maternelles. Donc vous imaginez ma tête. Et donc celle qui avait fait la première semaine m'avait laissé, si vous voulez, un emploi du temps pour les 2 jours, parce que j'ai été nommée un jeudi matin. Et donc elle avait préparé la journée du jeudi et du vendredi. Donc j'avais juste, si vous voulez, à la suivre en attendant de pouvoir moi travailler et faire ma classe. Et donc je commence, voilà, on lance la journée, je ne prends même pas, je prends juste le temps de me présenter, je leur demande s'ils ont des questions à me poser, ce qui les a déjà déroutés, puisqu'ils me disent que jamais ils ont posé des questions à leur maîtresse sur leur vie personnelle. J'ai dit, écoutez, moi, si vous avez besoin de savoir si j'ai des chiens, des chats ou des enfants, ou si j'aime danser, posez-moi les questions.
Et puis on commence la journée. Et puis là, il y a la question qui tue, au bout d'une heure, peut-être 1 heure et demie. Il y a une petite fille qui me dit, mais maîtresse, tu nous as pas demandé ce qu'on veut faire quand on sera grand. Et cette question m'a bousculée. Je me suis dit, mais c'est terrible en fait de se rendre compte qu'ils ne vivent pas connectés au moment présent et qu'ils ont déjà cette pression de qu'est-ce qu'on veut faire quand on sera grand et que finalement ça les fixe en fait sur un chemin. Alors du coup, et j'ai eu en fait ce que j'appelle un insight, ce que je vous ai parlé dans l'intuition. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose en moi que je n'ai pas cherché à contrôler. Tout simplement parce que j'ai été bousculée par cette question que je ne m'attendais pas à recevoir. Et je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce que j'allais lui dire. Et il y a le insight qui est venu et qui a été plus fort que moi. Et je me vois lui répondre, ok. Alors je suis une maîtresse un peu particulière. Je n'utilise que très rarement le tableau, car je ne crois pas, mais c'est mon avis personnel, je ne juge pas. Je ne crois pas à l'enseignement frontal. Et donc, je leur dis, bon, ben, aujourd'hui, exceptionnellement, j'utilise le tableau. Donc déjà, je vois que je crée un blanc. Et je leur ai dit, ok, vous allez, donnez-moi vos verbes. Donc là, j'ai un grand blanc, hein, j'ai un silence de mort de désert. Et donc, cette même petite fille me dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? Je dis, ben, donnez-moi les verbes de votre vie, de votre futur. Donnez-moi les verbes. Et là, évidemment, j'ai des yeux qui me regardent avec des grands yeux qui ne comprennent pas. Et là, je leur dis, totalement inspirée par mon insight, je ne me comprends même pas ce que je fais. Je prends ce fameux crayon de tableau qui ne me parle pas, et là, je commence à écrire plein de verbes. Construire, créer, rêver, développer, inventer, chercher, plonger, voyager. Et je remplis le tableau blanc de verbes. Je me retourne avec 30 paires de yeux qui me regardent et qui ne comprennent toujours pas. Et là, je sors la phrase. Mais vous n'êtes pas en train de me dire que vous allez faire qu'une seule chose dans votre vie. Un seul métier. Un seul verbe. Donc, s'il y a la question, tu nous as pas demandé ce qu'on va faire quand on sera grand, ben moi, je veux savoir ce que vous avez envie de faire quand vous serez grand. Mais c'est une liste de verbes immense. Il ne peut pas y en avoir qu'un. Tu ne peux pas vouloir être comptable et compter. Tu ne veux pas vouloir être joueur professionnel de football et footballer. Tu ne vas pas vouloir être maîtresse d'école et juste enseigner. Donnez-moi tous vos verbes de vie. Et là, dans le insight créatif et dans la pédagogie, ce qui est le moment que j'ai toujours préféré en tant que maîtresse d'école, vous voyez la lumière dans leurs yeux parce qu'ils ont compris. Vous voyez cette lumière parce qu'ils ont accepté ce que je viens de leur transmettre et qu'ils ont compris ce que le fait d'accepter dans leur vie fait au final. Et donc ils ont sorti une feuille blanche et ils m'ont écrit une liste infinie de verbes, tous beaux. J'ai fait une photocopie de ces feuilles précieuses et que j'ai gardées avec moi. J'ai une petite valise avec quelques souvenirs de maîtresse, mais celle-ci, ce souvenir-là est à garder. Et je vous partage ce souvenir parce qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, c'est quoi tes verbes? Croire à la magie du verbe, c'est croire à la magie de l'intention à travers un mot. Tu peux être au fond du trou. Tu peux être roulé par terre sur ton tapis de yoga parce que ça va pas. Tu peux être en plein burn-out. Tu peux avoir perdu un être cher. Tu peux être en pleine rupture amoureuse 3 jours avant Noël. Et c'est juste un enfer dans ton petit cœur. T'as plus de repères, t'as plus rien. Tu vas te reconstruire, tu vas te remettre sur pied parce que t'es super forte. De toute façon, t'es super forte. Et ben, tu vas t'appuyer sur des verbes. À ce moment-là, tu es incapable, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, de dire « j'ai envie de ». Ce n'est pas possible en fait. Sauf qu'on est dans une société qui va te pousser à te dire « ça ne va pas ». Eh bien, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Ok, ça va pas, ok, super. Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Sauf qu'on est incapable à ce moment précis, de dire ce que tu as envie de faire. Par contre, tu peux t'accrocher à la magie reconstructrice du verbe. Souffler, lâcher, ne plus souffrir, abandonner, construire, rêver, aimer, contempler, avancer, reculer, se poser, dormir. C'est juste ça. Et ça, dans un chemin de traverse, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Je viens de décrire des choses un peu douloureuses, mais ça peut être un changement de vie. Tu t'ennuies à ton boulot, le confinement a fait remonter en toi des choses que franchement tu n'attendais pas. Peut-être qu'avant tu étais heureuse dans ton boulot et cette histoire de confinement t'a fait basculer toutes tes croyances. Et d'un seul coup, reprendre ton taf, c'est juste un enfer. Avant tu aimais ce taf et tu comprends pas pourquoi c'est l'enfer après ce moment de confinement. Et là, tu as envie de changer de boulot en fait, tu as envie de changer de vie. Peut-être que tu es parti depuis longtemps à l'étranger et qu'il a fallu que tu rentres en France et que tu n'arrives pas à trouver tes marques en France et tu ne sais pas si tu dois repartir ou rester. Et tu es dans cet entre-deux de chemin et tu ne sais pas. Eh bien, croire à la magie du verbe, ça peut t'aider, ça peut te donner des ressources. Pour imaginer cette idée du pouvoir du verbe et de croire en la magie, je cite cette pensée Navarro, des Indiens Navarro. Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Avant de parler particulièrement des verbes, comme je viens de l'évoquer dans mon souvenir, je voulais juste te rappeler que les mots nous touchent. On a évoqué sur notre chemin les sens, les nœuds énergétiques, les expressions je suis, je sens, etc. Les éléments, tout ça. Eh bien, il y a les mots également. Nous sommes des êtres linguistiques et qu'ils soient lus en silence, parlés à haute voix, chuchotés, chantés, dits, partagés, hurlés, les sons combinés avec une idée, c'est-à-dire les mots, ont un immense pouvoir. On en utilise scientifiquement environ 15 000 par jour, sauf si on est en retraite de silence, évidemment. On émettrait environ 60 000 pensées quotidiennes, selon une étude récente. Donc je vais juste vous inviter à réfléchir au nombre de vibrations puissantes qu'on envoie de la sorte avec ces mots dans notre environnement à chaque minute. Et pourtant, on a tendance à totalement ignorer, voire ne pas du tout prêter attention au sens des mots, et finalement à ce que leur utilisation convoque et utilise dans notre vie. Avant de donner un pouvoir assez mystique aux mots et aux verbes, rappelons que combien les mots dans notre quotidien, et notamment les verbes, peuvent nous atteindre. Ils ont la capacité et la faculté de nous blesser comme de nous donner des ailes pour avancer, créer des projets, créer des nouvelles idées. Et les mots peuvent être des flèches qui nous transportent, des flèches qui nous transpercent, et des merveilleux cadeaux finalement, qui nous redonnent de l'espoir, de la joie et nous permettent de nous reconstruire. La première fois qu'on vous a dit « je t'aime », il y a eu une vibration inouïe, une fréquence inouïe. Un certain « au revoir » d'une certaine personne, pareil, aura eu une vibration dans votre vie. Et les mots qui nous touchent d'un point de vue émotionnel, psychique et j'ai presque envie de dire presque au-delà, touchent également notre être physique. Je vous donne un exemple. Si je vous dis sapin de Noël et que je vous redis plusieurs fois sapin de Noël, vous allez vous concentrer, sapin de Noël, et vous avez de suite visualisé un sapin de Noël, mais vous avez ancré dans vos sens le sapin de Noël, son odeur, son écorce, ses aiguilles, sa décoration. Vous pouvez sentir son piquant d'épines, cette odeur, ce qu'il représente de magique.
et vous avez vos sens en éveil liés à ce sapin de Noël. Si je vous avais dit chocolat, vous auriez eu la texture dans la bouche assez rapidement et cette sensation de l'avoir dans la main, etc. Donc ça a un impact physique, les mots. C'est des clés pour ouvrir des portes. Et lorsqu'on est sur un chemin thérapeutique ou de développement personnel, les mots ont une importance. Ça a une relation avec les sensations, les sens qui sont eux-mêmes connectés à nos souvenirs, ça on l'a déjà évoqué, qui sont associés à des émotions. Tel mot va amener, que vous le lisiez ou qu'on vous le dise, va amener une sensation, une émotion, un souvenir. Et les mots ont cette puissance de déclencher 1 millier de connexions à la seconde où on les entend, sans qu'on ait eu le temps de les interpréter. Je fais un crochet par ceux qui ont la pensée créative en dominante. Ceux qui ont la pensée créative ont une connexion liée aux mots, tout de suite liée aux émotions et aux sensations, bien avant un autre mode de pensée qui, eux, vont avoir une sorte d'interprétation innée. La pensée créative, ceux qui ont cette pensée à un mot, va de suite associer une idée et faire une connexion. Donc ça peut être utile parfois quand on a besoin de prendre du recul. Les mots, au moment où on vous le dit, où vous le lisez, vous avez 1 millier de connexions qui arrivent à la seconde. Par exemple, je vous dis café, et juste après, je vous dis, surtout ne pensez pas au thé. Eh bien, vous avez eu immédiatement l'image du thé qui est venue. Les mots ont ce pouvoir de créer des images. Les mots sont venus, l'apparition de l'écriture est venue à un moment d'état d'évolution de l'homme, disons, assez juste, assez pensé. Les auteurs littéraires maîtrisent cet art tout au long de l'histoire également de l'écriture, savent en quelques lignes transporter son lecteur, qu'on soit au coin du feu, dans le métro ou ailleurs. On peut tous citer un ouvrage qui a transformé sa vie, mais si on réalise un ouvrage et un livre, qu'est-ce que c'est ? C'est juste l'accumulation d'un certain nombre de mots. La lecture est en soi une extraordinaire forme d'hypnose qui éveille notre imagination et notre inconscient. Et il arrive que dans certains chemins thérapeutiques, on puisse écouter des textes, écouter des lectures ou lire tout simplement. Et ça nous permet aussi d'avancer sur notre chemin de guérison. Les mots ouvrent les portes de nos trésors intérieurs. Qu'ils soient utilisés de manière correcte et à bon escient, ils nous permettent d'entrer en contact avec différentes parts de nous-mêmes, qui est notre vaste monde intérieur. Ça nous ouvre la possibilité finalement de créer encore d'autres perspectives du monde, un autre regard sur notre existence. On va glisser tout doucement vers la notion où je vais appuyer plutôt sur les verbes, mais les verbes, en fait, c'est le point de départ. Pareil pour... après, on peut cataloguer et catégoriser les mots. Mais dans un chemin thérapeutique holistique, on peut passer par des séances, des ateliers yoga que j'ai créés, uniquement basés sur des verbes. Qui dit un verbe dit une action, et donc ça va sous-entendre lié à ça des souvenirs que l'on va utiliser pour traiter, soigner, accompagner, libérer certaines choses dans sa vie. Sachez que nommer, c'est donner naissance. Je l'ai évoqué il y a quelque temps que la seule chose finalement qu'on n'a pas choisie, c'était notre nom. Et on donne on donne un mot à chaque chose sur Terre. Nommer, c'est faire exister, c'est donner du pouvoir. Et comme le prénom, c'est une vibration. On prête une attention particulière à chercher le prénom de son enfant et même de son animal. C'est donner une vibration à cet être.
On évite de donner des noms, par exemple, de personnes qui sont chargées dans sa propre histoire ou d'une personne chère qu'on aurait perdue. On ne va pas forcément la réutiliser. Les mots nous rassemblent, mais les mots nous séparent également. On les a utilisés, ces mots. Pour l'instant, c'est très peu utilisé dans un chemin thérapeutique. Et pourtant, on baigne dans les mots depuis des siècles. Ces mots ont certains pouvoirs, on les a utilisés pour appeler à l'aide, pour enseigner, pour faire la révolution, pour ordonner des massacres également, phagocyter des foules, signer des traités de paix. Les mots ont une importance et un pouvoir inouï dans l'humanité. Un des actes fondateurs les plus importants de toute communauté qui se constitue, c'est de rédiger un texte qui réunit ses valeurs, ses règles, ses codes moraux, ses valeurs éthiques, ses concepts primordiaux. Et ça, on va l'utiliser et le faire avec des mots. Chaque mot porte une empreinte. Chaque mot porte une empreinte vibratoire qui crée une fréquence également vibratoire dans votre cerveau. Le verbe est créateur. Chaque mot possède une fréquence vibratoire propre. Il a été chargé au fil du temps par de nombreuses énergies, de nombreuses histoires, de nombreuses communautés. Et ça s'ajoute à ça, on ajoute les intentions conscientes et inconscientes de celui qui les prononce. L'énergie de ces intentions est véhiculée au travers de la vibration sonore du mot, mais aussi de l'intonation, de la tonalité de la voix, des gestes, des volumes et du débit. J'ai créé un atelier yoga, par exemple, de libération de la parole, où on passe par plusieurs stades de tonalité, de son, de volume, de gestes liés à un mot. Évidemment, j'ai placé le mot amour, qu'à un moment donné, je vous demande de faire de manière statique, de manière en mouvement, de allonger, de différentes postures. Et puis, je vous le demande de le prononcer sur différents tons. Vous dites le mot amour en hurlant de colère. Vous dites le mot amour en étant amour. Vous dites le mot amour en pleurant. Vous dites le mot amour de manière muette. Ce n'est pas du tout la même intention et ce n'est pas du tout la même fréquence vibratoire dans votre vie. Quand on regarde dans le dictionnaire le mot verbe, le dictionnaire dit le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un devenir. Le verbe, ça désigne donc le pouvoir d'action, le pouvoir de création, un pouvoir de réalisation, de manifestation qu'ont les mots qu'on associe à des intentions. Le pouvoir du verbe, quelque part, a toujours été utilisé pour séduire, amadouer, bénir, apaiser, soulager, guérir, invoquer, ensorceler parfois, lever des foules, ordonner. Vous pouvez vous-même, tu peux toi-même avoir conscience de la puissance de ce pouvoir au quotidien. Par exemple, quand un mot est difficile à dire haut et fort. C'est bien pour ça qu'au plus profond de nous, on sait quelle sera la portée du mot décidé, du verbe employé à la personne qu'on aura en face ou à soi-même, et à la portée que ces mots peuvent avoir. Sachez que la formule abracadabra vient de l'araméen Evra Kedebra, qui signifie littéralement « je crée d'après mes paroles ». Quand j'ai su ça, je trouve que c'est c'est très fort parce que quand tu fais abracadabra et que t'es gosse, et que tu joues à ça, et même quand t'es grand, ça a de l'impact sur notre être. Les mots qui déclenchent des actions dans notre environnement. Nos pensées s'expriment en paroles, qui elles-mêmes déclenchent des actions. Et tout sur Terre serait chaos si aucune information finalement ne venait dicter aux particules de prendre forme. À chaque pensée, on produit une information qu'on envoie dans l'univers et la parole augmente la portée vibratoire de chaque pensée. Donc dès qu'on la met en mots, la pensée, elle se matérialise. On pourrait à ce moment-là glisser la loi de l'attraction, mais je ne vais pas en parler ici. Je le réserve pour En quête d'essence sur notre programme de 3 mois.
Mais la loi de l'attraction est totalement là-dedans. Une pensée envoie déjà des ondes vibratoires dans l'univers, en fréquence, et dès qu'on la met en écriture, en mots, qu'on la verbalise ou qu'on l'écrive, ça donne déjà une autre fréquence vibratoire. On est tous co-créateurs de ce monde et ça, il ne faut jamais l'oublier. Nos vibrations impactent à chaque seconde notre vie et les vibrations de la planète. C'est pour ça, finalement, si vous réfléchissez bien, que depuis des millénaires, on cherche à maîtriser l'esprit. Parce qu'il est un pouvoir de création illimité, parce que tout ce que nous sommes capables d'imaginer peut réellement exister, et existe d'ores et déjà, que ce soit dans la beauté, l'émerveillement, des choses magnifiques qui ont pu exister suite à une pensée, comme l'horreur. C'est pour ça aussi que les humains méditent, prient, bénissent, répètent des affirmations comme des mantras, qu'on crée chaque instant notre réalité par nos pensées, par notre posture psychique. Plus notre taux vibratoire va être élevé par ça, plus notre verbe va résonner fort. C'est pour ça finalement que la société respecte et attribue en général un crédit à une parole qui est portée par, je dirais, un être qui prend soin de sa vibration. Les chamans, les sages, les philosophes, les prêtres, etc., on va avoir une sorte de tolérance plus grande pour ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils y attribuent une fréquence vibratoire finalement. Je ne vais pas insister sur le mantra, mais le mantra ici a un rôle fondamental dans le pouvoir et la magie des, je dirais, de la médecine des mots et du verbe. Je vais évoquer plutôt que de développer ce pan sur le verbe. Je vais plutôt développer ce que les mots, finalement, ce que les idées et le fait de les mettre en mots vont jaillir clairement de notre esprit et qu'est-ce que ça va provoquer. Alors, pour s'aider de ça, on va prendre conscience de notre vocabulaire. C'est le premier point. Les mots véhiculent des concepts que sont nos pensées, qui sont elles-mêmes le fruit de nos énergies. Dans l'autre sens, on va choisir nos mots. En choisissant nos mots, on peut décider des énergies qu'on va faire circuler en nous. Plus un mot est utilisé avec une certaine vibration, plus il va se charger. Et en utilisant un mot, là je reviens toujours au verbe, le verbe, on va convoquer en nous tout ce à quoi il a été associé. Par exemple, prenez attention aux mots que vous employez pour vous-même, ce qu'ils signifient, d'où ils viennent, ce qu'ils vous apprennent et l'impact qu'ils peuvent avoir sur vous. Par exemple, ça va vous faire sourire, mais l'expression « je vais bosser » pour dire « je vais travailler », est-ce que ça ne vous forme pas finalement à une bosse, à une tension dans le corps? C'est bête, mais sauf que ces mots ont une intention vibratoire et dire « je vais bosser », c'est pas la même chose que « je vais travailler » ou « je vais créer »,« je vais construire ». Je donne ça en exemple. Prêtez attention également aux verbes que vous offrez également aux autres. Est-ce que les verbes choisis, utilisés, vont être utiles et positifs? Quel type d'énergie on va envoyer? Si vous devez utiliser un mot qui vibre dans un sens que vous n'aimez pas, alors ajoutez par exemple à ce verbe et à un mot qui vibre fort positivement également. Vous pouvez également créer vos propres rituels pour annuler, disons, l'effet négatif d'un mot. Par exemple, lorsqu'un mot que je ne souhaite pas dire est sorti de sa bouche, il y a des petits rituels comme ça qu'on aide en accompagnement linguistique de thérapie. Eh bien, on peut passer son doigt sur ses lèvres dans un sens puis dans l'autre, un peu comme un essuie-glace. Je vous assure, ça marche. Et l'envoi que la vibration vient de faire en disant ce mot. Autre petit exemple d'accompagnement linguistique, de thérapie, on peut remplacer des mots qu'on emploie par des termes plus intenses.
Par exemple, intelligent va devenir brillant. Bon va devenir excellent. On ne va pas traiter évidemment ou dire je te souhaite une extraordinaire, une merveilleuse journée. C'est pas assez courant, c'est pas assez développé. Mais pourtant, cette pratique est stupéfiante dans l'impact vibratoire que l'on peut donner aux gens et une sorte de magie dans nos vies quand on change les adjectifs et les verbes de manière autre et qu'on leur donne une autre dimension. Deuxième point également qu'on peut apporter à cette magie du verbe, c'est utiliser le pouvoir des affirmations. Donc ça, on l'utilise beaucoup et vous l'aurez beaucoup dans tout ce qui est coaching et tout ce qui est thérapie positive, de psychologie positive. On va vous aider à concevoir vos propres affirmations. Et pour être efficace, elles doivent être courtes, au présent, et ne pas utiliser de négation car le cerveau ne reçoit pas le cerveau ne reçoit pas l'information négative. Par exemple, si je vous dis de ne pas penser au café, vous allez penser au café. C'est plus fort que vous. Vous pouvez également travailler sur ces mots, ces sons, ces mantras, en incluant que des verbes. Les mots positifs, dans ces affirmations positives, peuvent être également donnés à des objets du quotidien. Mettez des mots positifs qui parlent sur des objets au quotidien, permet de charger positivement votre environnement. On peut coller par exemple un petit papier sur son miroir avec une affirmation positive, mais quelque part cette affirmation positive sur le miroir nourrit cet effet miroir, et finalement votre cerveau, quand il va la voir, plus ou moins consciemment, régulièrement, va développer des connexions neuronales qui servent votre bien-être quand ça va se produire, et ça va envoyer une dose quotidienne de 12 vibrations. Troisième point dans cette aide de croire à la magie des verbes, c'est se révéler avec l'écriture instinctive. On peut commencer ce travail qu'avec des verbes, puis après éventuellement des adjectifs, et puis des mots, des noms. Au départ, il s'agit simplement de laisser des mots courir, danser, s'échouer sur le papier, se sentir plus légère. Écrire pour ne rien dire, écrire pour retrouver un silence intérieur, écrire sans réfléchir, c'est ça l'écriture intuitive. C'est ni ce qu'on va dire, ni ce qui a été dit, et puis c'est quelque part se surprendre en se relisant, puisque dans l'écriture intuitive, on est tout le temps surprise quand on se relit. En gros, votre stylo, c'est une baguette de sureau, vous écrivez et vous opérez la magie de l'écriture, et puis après, vous savourez. Autre saveur, c'est savourer la richesse du silence, parce que c'est dans le silence, entre deux pensées, que la nature de l'esprit prend vie, qu'elle peut s'exprimer. Lorsqu'on fait de la place, qu'on lui fait de la place, le silence est une immense source d'inspiration et de créativité. Le silence n'est pas un vide. Parfois il fait peur, mais ce n'est pas un vide, au contraire. Le silence, si vous vous l'imposez en vous et de manière extérieure, vous nourrit. Partager un instant avec une personne que vous aimez dans le silence, c'est un partage d'une immense richesse. Je suis sûre que vous avez partagé ces moments de silence avec peut-être votre amoureux, votre amoureuse ou une amie très chère, et il n'y a pas eu besoin de mots, et il y a eu un instant, une vibration forte à ce moment-là, dans le regard, dans les non-dits, et pourtant il y a eu tellement de mots prononcés dans ce silence. Prenez tous les jours, et je le conseille toujours, et je crois que ce sera jusqu'au bout, mais prenez un jour par jour un moment de silence. On peut expérimenter de temps en temps une journée en silence, toute la journée. Et justement, vous allez être surprise si vous ne la pratiquez pas, cette journée de silence. Vous serez surprise de tous les trésors que vous allez y trouver. Alors, cinquième point, ça ne va pas vous surprendre, mais c'est méditer. Alors, on entend partout qu'il faut faire taire notre mental. Mais notre mental, il fait partie de nous. De toute façon, moi, je vous accompagne de manière holistique. Donc, il y a corps, esprit et âme. L'esprit, le mental est là. Il fait partie de nous, au même titre que nos émotions et nos bras et notre corps et notre cœur. Il nous permet de réaliser des milliers de choses extraordinaires. Et c'est seulement lui qui nous permet ça.
absolument indispensable et en plus à chaque minute de notre vie, tout le temps. Et plus on va s'opposer à lui, plus il va lutter contre nous pour se faire entendre. Et vouloir finalement nier l'existence de notre mental en faisant taire ou en contraire s'identifier à lui, s'identifier à nos pensées, ça nous apporte rien de bien agréable et on n'est pas dans le mieux-être. Alors que si on est capable dans la méditation d'observer nos pensées, capable de se dire là je pense, eh bien on se rend compte qu'on n'est pas notre mental. Et la magie, la force des mots, c'est que les mots viennent à nous pour peut-être extirper des pensées, mais ça n'extirpe pas notre être. C'est un lien fort, du coup, pour purifier, organiser, libérer nos pensées. Plus nous allons respecter et donner de l'amour à notre mental, plus nous cohabiterons de manière harmonieuse et joyeuse ensemble. Thich Nhat Hanh dit « La méditation n'est pas une évasion, mais une rencontre sereine avec la réalité. » C'est comme si on prenait un temps en méditation pour rééquilibrer tout ça. Souvent, on va me demander, là, j'arrive pas à arrêter le flot incessant de mon mental, comment je fais? Mais essayer de méditer, c'est pas arrêter ses pensées, c'est observer ces pensées qui passent, les observer, les accueillir et sans s'y attacher. C'est pas parce que tu as une pensée qui vient qu'elle va te faire mal, qu'elle va te faire du bien et qu'elle a un sens, pourquoi elle arrive maintenant. Ce qui compte, c'est pas de les retenir pour leur laisser justement la place de jaillir. C'est pas lutter contre les apparitions, c'est au contraire les accueillir, profiter du calme et de l'apaisement de cette détox mentale pendant la méditation. Et puis, faire de la place et trouver des nouveaux mots, des nouveaux verbes pour pouvoir avancer après ton moment de méditation pour, je dirais, nourrir une hygiène mentale, émotionnelle, énergétique qui te permet de te construire et d'avancer. Et c'est bien le matin, chaque matin, dans une sorte de rituel morning, de miracle morning, de te poser et de te dire, là, de laisser de l'espace dans ton esprit et d'amener quelques verbes ici qui va te donner le ton de ta journée. Et puis si ça se trouve, ta journée, elle va pas du tout être dans ces verbes que tu auras choisis. Mais c'est pas grave, parce que tu vas rester le cœur ouvert et aligné, et quelque part tu auras donné quand même une intention à ta journée avec des verbes, d'action donc, et d'action, d'agir. Alors, 6e point dans cette chemin thérapeutique avec la magie des verbes, c'est expérimenter la subtilité et la puissance des mantras. Alors les mantras sont souvent avec des phrases courtes, et généralement, ces mantras vous appellent pour un concept. La joie, la paix, l'amour, la sagesse, l'harmonie. Mais il suffit simplement parfois de créer son propre mantra et pourquoi pas de scander comme un home un verbe. Sur le même ton que home, tu vas faire vibrer le mot vibrer par exemple. Tu vas faire vibrer un mantra le mot aimer. Et tu vas, en sonorité de mantra, tu vas amener des vibrations hertziennes liées électriques, liées à la prononciation de ce mot, et ça va amener des choses dans ton corps et dans ton esprit. 7e petit point, offrir des mots, offrir des belles vibrations. Osez offrir des mots à votre entourage proche et lointain, c'est dire oui à croire à la magie du verbe. C'est finalement... ces verbes, c'est dire à la boulangère, c'est débile ce que je vais vous dire, mais voilà, je sais pas, il y a un sourire qui arrive dans votre journée et le mot vibrer va venir. C'est une libellule qui vient se poser sur votre bras et c'est le mot lâcher prise qui va venir. C'est associé à comme ce que vous regardez et vous contemplez une sorte d'effet miroir, un reflet dans le miroir, et ce reflet que vous allez voir dans une jolie chose qui va vous arriver, c'est finalement positionner une magie liée à cette intention de verbe. Le pouvoir thérapeutique des mots et des verbes, je pourrais évidemment en parler beaucoup parce que ce travail de vibration,
je l'utilise beaucoup et puis on va le découvrir, pour être très sincère, demain et après-demain. On va ressentir la vibration du son, la vibration du signe et qu'est-ce que ça provoque en nous et qu'est-ce que ça peut surtout nous apporter dans le développement de notre pensée créative, dans le développement de notre créativité, dans le développement de notre douceur de vivre et du hygge, et tout simplement dans notre quête de soi, apprendre à se connaître et se nourrir de belles choses. Donc je vous souhaite un doux voyage dans cette découverte du verbe et de son pouvoir, et de découvrir comme si c'était la première fois le pouvoir des mots, croire à la magie du verbe.